even if you have weapons, if you have technologies, you could be very weak if you have not this ability to sacrifice your life. Defend your values, your family, your nation. « 1945, Pologne d'après-guerre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne perd 75 000 km² de son étendue de 1939. L'URSS la grignote autant en territoire qu'en influence. Cette nouvelle Pologne devient une république populaire, elle est en effet sous la joug d'un parti politique dictateur imposé par les soviétiques dès 1945. On appellera ce cas un état satellite complètement dépendant de l'URSS et membre du pacte de Varsovie, alors que la Pologne d'avant-guerre était pourtant alliée et très occidentalisée. Sur de nouveaux fondements, la Pologne prend donc part à la guerre froide, qui oppose le bloc de l'Est, dont elle fait partie, au bloc de l'Ouest. Nous arrivons donc à un point de divergence. Est-ce que le monde actuel aurait été le même si l'URSS n'aurait pas influencé la Pologne ? Étudions maintenant les frontières polonaises depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et observons comment le territoire a évolué. En 1945, suite à la conférence de Yalta, les nouvelles frontières de la Pologne glissent vers l'ouest par rapport à celles de 1939 que vous voyez là en pointillé, annexant une partie du territoire allemand le long de la ligne d'Örnäis. Tandis qu'à l'est, l'URSS conserve une partie des zones de la Pologne qu'elle a occupées en 1939. La Pologne perd ainsi plus de 75 000 km². Ces nouvelles frontières ont eu pour conséquence de vastes mouvements de population. Le pays intègre alors le bloc soviétique pour 4 décennies. En 1980, 2 ans après l'élection du premier pape polonais Jean-Paul II, la ferveur catholique dans le pays est l'un des facteurs de la création du syndicat ouvrier Solidarność de Lech Wałęsa. Il démarre alors un long bras de fer avec le régime communiste du général Jaruzelski, jusqu'à la chute de ce dernier en 1989. La Troisième République polonaise naît tout début 1990 et se tourne de nouveau vers l'ouest. Pour la première fois de son histoire, les menaces à ses portes ont disparu. Après avoir résumé la situation actuelle de la Pologne, nous allons nous concentrer sur les relations que conserve ce pays avec l'Union européenne. Un grand nombre d'échéances permirent à la Pologne que nous connaissons d'exister. Tout commence en 1991, après la signature de l'accord d'association signé par le gouvernement polonais. Cet accord doit permettre au pays tiers qu'est la Pologne de créer et de conserver un cadre de coopération avec l'Union européenne. Cet événement marque le début de longues démarches telles que la transmission des instruments de ratification de l'accord d'association, de l'ouverture des négociations d'adhésion le 31 mars 1998 ou encore par la signature du traité d'adhésion en avril 2003. À cette date, la Pologne est gouvernée depuis 8 ans par le président Kłaniewski, leader du parti social-démocrate, refondé sur les ruines de l'ancien parti communiste. Dès son premier mandat, il se retrouve dans une période de cohabitation, vu que les législatives sont remportées par la droite. Intéressons-nous donc à ce point-là et observons les divisions politiques. Le poids d'une telle histoire est essentiel pour comprendre la Pologne d'aujourd'hui, aussi bien en matière économique, sociale et politique. Car regardez, si on superpose à cette carte de la Pologne actuelle celle d'avant 1918, lorsque la Pologne avait disparu, on distingue bien 2 Polognes. À l'ouest, la Pologne A, sous autorité allemande, la plus développée, la plus urbanisée et la plus industrialisée, avec une infrastructure routière et ferroviaire importante. À l'est, la Pologne B, celle qui était sous autorité russe, la moins développée, vous le voyez, la plus rurale et la moins éduquée. Ce clivage entre les 2 Polognes, on le retrouve au niveau politique. Regardons cette carte des élections présidentielles de 2010. La Pologne A
ainsi que la plupart des grandes villes, ont permis la victoire du parti libéral du PO, tandis que la Pologne B a voté, elle, pour le parti conservateur, le PiS de Jarosław Kaczyński. Regardons maintenant les élections présidentielles de 2015. Avec la victoire du souverainiste Andrzej Duda, le clivage s'efface dans la partie ouest. On assiste à un net recul des libéraux et à une poussée du PiS, une tendance qui s'est encore accentuée lors des législatives, quelques mois plus tard. Lors de son second mandat, Kłaniewski, dont le parti remporte les législatives, porte un lourd fardeau, qui est l'intégration à l'Union européenne. Le 8 juin 2003, il pose avec son gouvernement un référendum dont une question qui doit trouver comme réponse oui ou non. La question étant, voulez-vous rejoindre l'Union européenne ? Cet événement est un autre point de divergence pour l'État polonais. Mais la Pologne se méfie toujours de son voisin russe. En 1999, le pays intègre donc l'OTAN. Les gouvernements successifs polonais s'alignent sur la politique étrangère des États-Unis en lui achetant du matériel militaire et en soutenant l'implantation sur ses terres d'une partie du bouclier antimissile américain contre les nouvelles menaces. En 2004, la Pologne fait son entrée dans l'Union européenne suite à un référendum où le oui l'emporte à plus de 77%, mais avec seulement 52% de votants. En clair, désormais, l'Union européenne assure à la Pologne son développement et l'OTAN sa sécurité. L'histoire de la Pologne s'accélère et le pays s'adapte vite à son statut géopolitique. Le 1er juillet 2011, pour la première fois, la Pologne préside pour 6 mois le Conseil des ministres de l'UE. Les rotations se faisant tous les 6 mois, un pays assure un mandat tous les 13 ans environ. La Pologne s'intègre de mieux en mieux jusqu'en 2017, où celle-ci est attaquée juridiquement via une procédure administrative en raison de réformes judiciaires controversées. Intéressons-nous donc maintenant à la géographie de ce pays avant de parler du côté militaire. La Pologne est un pays avec un grand nombre de frontières. Frontalier en effet de la Lituanie et de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l'Allemagne et même de la Russie. La Pologne a aussi un territoire côtier, plus couramment appelé la côte baltique. Celle-ci s'étendant sur plus de 500 km. Un grand nombre de presqu'îles bordent aussi le littoral polonais, telles que celles de Hel, de la Vistule ou encore de la Wolyne. Tout ce que je vous dis là aura un impact crucial pour l'aspect militaire de la Pologne, ainsi que de son aspect géopolitique et géostratégique. Je ne parle pas plus de sa géographie, vous pouvez retrouver toute la géographie polonaise sur le site de Larousse. Et l'aspect militaire dans tout ça. Parlons en premier de l'Alliance militaire Atlantique Nord, plus souvent appelée OTAN ou NATO en anglais. La Pologne a une importance stratégique, très importante pour l'OTAN. C'est pour cela que son intégration dans l'Alliance fut très rapide. Étant située, comme dit précédemment, très proche de la Russie et des pays européens de l'Est, elle est une sorte de base avancée pour les troupes de la NATO. Ils peuvent donc mettre des coups de pression via des exercices militaires et de gros déploiements. La Pologne est donc une sorte d'avant-poste qui a des tensions constantes avec les Russes. Elle intègre aussi une partie du bouclier antimissile américain, ce qui lie en quelque sorte les deux pays. Le territoire polonais héberge aussi une partie de l'armée américaine, déployée à l'est de l'Europe et ayant comme but de protéger l'intégrité des frontières européennes. En 2017, pour le journal CGTN, l'US Army expliquait son plan en cas d'attaque russe dans l'Est. Dans ce scénario particulier, l'OTAN veut garantir le passage du bataillon américain Stryker de la Pologne vers la Lituanie afin de renforcer cette dernière. Donc notre mission est de constituer la force opérationnelle d'attaque aérienne. Pour réaliser l'attaque aérienne, il faudra s'emparer de cette zone par une attaque au sol, puis faire passer le bataillon Stryker de la Pologne vers la Lituanie et leur permettre de faire connexion avec la brigade Loup de Fer. Au cours de la crise ukrainienne actuelle, la Pologne joue un rôle plus que stratégique et confirme donc au monde entier le besoin de pays alliés frontaliers à des pays menacés. La Pologne étant directement en contact avec l'Ukraine, c'est par elle en partie que l'aide humanitaire comme le matériel militaire transite.
Un pont aérien est même créé et permet donc un balai d'une vingtaine d'avions par jour qui déchargent des centaines et des centaines de tonnes d'aide et d'armes. Puis le contenu de ces avions est ensuite dispatché dans des camions aux allures neutres avant de partir en direction de l'Ukraine. La Pologne fait donc partie d'une imposante logistique mise en place par l'OTAN. Depuis quelque temps, nous voyons, comme dit précédemment, que la situation ukrainienne fait peur, mais aussi réfléchir, et la Pologne en première. La défense est entièrement remise en cause et tous les partis politiques convergent, il faut réarmer la Pologne pour obtenir une autonomie défensive. C'est pour cela que les achats et les programmes d'armement ne cessent de s'accélérer, mais d'ailleurs, en quoi consiste l'armée polonaise ? I żeby porozmawiać, jak widzimy dzisiaj Polskę samą w sobie, geograficznie ulokowaną na tym, jak wspomniałem dzisiaj w czasie swojego wystąpienia, na takim strategicznym skrzyżowaniu. On a souvent une vision de l'armée de terre polonaise comme un héritage soviétique, une armée peu moderne et qui achète surtout américain, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Mais c'est quoi le matériel que la Pologne possède réellement ? Afin d'analyser ceci, on va diviser l'armée en 5 catégories: la garde nationale, qui est de l'infanterie légère, les forces spéciales, les forces aériennes, la marine et l'armée de terre. Commençons par ce premier qui est le dernier petit nouveau. La garde nationale polonaise compte 32 000 soldats et devrait accueillir 18 000 nouveaux soldats dans le cadre d'un plan de modernisation de cette armée. Ces soldats sont équipés des nouveaux fusils réalisés pour le programme Titan, les fusils MSBS Grot. Ces unités ne possèdent pas de véhicules, mais sont équipés de drones Fly-Ace qui servent actuellement en Ukraine, des drones suicides et des javelines. Ce sont des armes parmi tant d'autres dans la garde nationale. La marine polonaise est quant à elle un véritable musée flottant. Elle ne dispose de qu'un seul sous-marin, à un tel point qu'il y a plus de mariniers que de places de travail. Seuls les bateaux des gardes-côtiers et les destructeurs de mines ont un réel intérêt. Certains de ces navires sont classés comme corvettes, mais ont des missions de garde côtière. La Pologne possède aussi 2 divisions d'unités au sol anti-navires composées chacune de 6 lance-missiles et de 4 missiles NSM. Ceci permet de garder les navires russes au loin. On voit même les effets, depuis leur rachat, la marine russe se repose sur des navires bien plus petits. La marine polonaise possède aussi des avions et des hélicoptères comme les AW101. Dernièrement, la Pologne a choisi Babcock avec ses frégates type 31 Thales UK ainsi que le système de contrôle MBDA UK pour les missiles antiaériens. Elle veut créer 3 nouvelles frégates de type Miasnik qui ne sont pas une copie totale du type 31. Par exemple, le hangar n'est plus et les lanceurs de missiles se trouvent au milieu du navire. Selon des documents du ministère de la Défense, la Pologne, pour se trouver dans une situation confortable, aurait un besoin de 3 frégates, 3 sous-marins, 6 destructeurs de mines et des forces aériennes anti-navires en état de fonctionnement constant. Passons pour finir sur l'armée de terre. Une des pires faces sont les hélicoptères, datant presque tous de la guerre froide. La Pologne devait recevoir des Caracal, mais cela n'aboutira finalement pas. La défense antiaérienne de l'armée de terre se porte un peu mieux que celle de l'armée de l'air, surtout grâce au système Poprad, mais le reste des systèmes sont toujours de l'époque soviétique et seront remplacés par le programme Sona. Les unités antiaériennes sont aussi en pleine révolution, avec l'arrivée des premiers Patriotes et des Nari, déjà cette année. La grande majorité des véhicules à roues qui sont près du combat sont les véhicules sous licence du Patria AMV avec le nom local de Rosomak. Ces véhicules 8x8 existent pour l'instant sous 11 versions différentes, du chasseur de chars au VCI, en passant par un mortier de 120 mm placé dans une tourelle, une solution très rare et qui est autopropulsée. 903 exemplaires sont en service, mais d'autres véhicules sont planifiés avec l'achat de la nouvelle tourelle 100% polonaise, la ZSSW-30, et d'autres véhicules sont en réserve. Par contre, l'artillerie dans l'armée polonaise est très intéressante.
car d'un côté, on a de nombreux 2S1 Godzik de l'époque soviétique modernisés seulement avec un système de contrôle de feu automatique Topaz qui se trouve sur les autres artilleries autopropulsées et les lance-roquettes. Les Polonais disposent encore des Danas qui seront remplacés par le programme Kryl, des BM-21 Grad qui seront remplacés par des HIMARS américains. Et pour finir, on peut compter quelques RM-70 de la Tchécoslovaquie. Parmi cette liste, on rajoutera les deux fiertés de la Pologne, le lance-roquette WR-40 Langusta et l'artillerie autopropulsée Krab, qui mérite une vidéo à part entière, rien qu'au fait qu'elle est souvent vue comme une version sous licence du KNF Thunder de la Corée du Sud. Ces deux derniers engins ont été développés en Pologne, et ils y sont encore produits. Selon des déclarations des politiciens, de nouvelles grandes commandes auront lieu pour les Krab afin de remplacer toute la flotte des Godzik. La Pologne possède plus de 1000 exemplaires du BMP-1 qui n'a jamais été modernisé. Il devient donc critique de les remplacer et ils le seront par la construction locale du Borsuk. Un VCI intéressant car il est amphibie et il est équipé de la même tourelle que les Rosomak du futur, donc avec la ZSSW-30. Ce véhicule est perçu en Pologne comme le projet qui va permettre de faire évoluer et même révolutionner l'industrie locale. Il devrait rentrer en service dans plus de 1 voire 2 ans. Actuellement, la Pologne possède environ 870 chars avec 5 modèles différents, le Léopard 2A5, le Léopard 2A4, le Léopard 2PL, qui est une grande modernisation du Léopard 2A4, le T72 et le PT91 Twardy, qui est une version du T72. Dernièrement, la Pologne s'est permis de se payer les M1A2 CEP3, qui est la dernière génération des Abrams, avec 250 unités pour 2025-2026. Peut-être plus tôt, et avec ça des munitions dernier cri et un paquet de logistique. Le Abrams va remplacer une partie des T72 et le reste des MBT seront remplacés quant à eux par le programme Wilk. Pour l'instant, il y a 4 offres. Les Allemands offrent le dernier Léopard, les Américains qui offrent aussi leur dernier véhicule, les Coréens qui offrent une version du K2 sous le nom de K2PL, et enfin la Suède qui probablement veut construire un char en commun avec la Pologne vu que ces deux pays sont quelque peu exclus des programmes européens. Maintenant qu'on a une vue approximative et simplifiée de l'armée polonaise, il faut comprendre certaines choses comme pourquoi la Pologne achète que US. Déjà, la Pologne y voit un allié sûr. La guerre en Ukraine ne fait qu'approfondir ce point de vue. Pourquoi devrait-elle faire confiance à la France ou à l'Allemagne alors que l'aide très peu ? Qu'est-ce qui nous ferait dire que si la Pologne se fait attaquer, alors l'Allemagne et la France viendront l'aider ? La France qui a donné 300 millions d'aides militaires à l'Ukraine quand la Pologne a donné 1,5 milliard. Un autre point, c'est que les Polonais veulent construire et faire le plus possible chez eux. Et avec un partenaire européen, c'est très dur. L'achat des Caracal, qui est annulé après, semble être incompréhensible. Or, c'est mieux pour la Pologne d'acheter du américain car ils peuvent le produire chez eux, par exemple les Blackhawks, mais cela est aussi vrai pour les hélicoptères de chez Leonardo, donc dans ce cas ça dépend de l'armée. Un autre achat peu compris est celui des 400 Cougar en occasion. Premièrement, l'achat doit être réalisé le plus vite possible pour un prix raisonnable. Deuxièmement, il n'y a pour l'instant pas de solution locale prête. Troisièmement, l'achat en Pologne ou à l'étranger demanderait du temps, plus d'1 an, pour approuver le véhicule par l'armée. Or, les Cougar ont déjà été utilisés et ont satisfait les Polonais. Ils pourront donc être mis en service très rapidement. Pour finir, les véhicules sont déjà construits, ce qui réduit considérablement le temps d'attente, sachant que la Pologne a un besoin qui demande solution rapidement. On peut prendre encore l'exemple des F-16. Pourquoi eux et pas des Rafales ? Tout simplement car de nombreuses pièces sont produites en Pologne. Si l'industrie polonaise peut faire quelque chose, elle le fait. Elle a perdu pas mal de compétences avec le temps et là, elle essaie de se reconstruire et reprendre des compétences dans le domaine militaire, surtout grâce au programme lié le Borsuk.
Si elle peut pas tout faire toute seule, alors un partenaire étranger est le bienvenu. Mais il faut qu'il accepte des conditions que les Européens acceptent rarement, mais ça peut très bien arriver, comme pour le programme Naru, avec la Grande-Bretagne qui fournit le Core-How sur ses missiles CAM et CAM-Air. Ça arrive rarement que du matériel est acheté sans participation de l'industrie polonaise, mais ça peut être le cas comme pour le F-35. En conclusion, tous les enjeux tournent autour de l'Ukraine et tout se joue depuis la Pologne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, des centaines de milliers de réfugiés sont passés par la Pologne, qui est le point d'entrée de ces réfugiés en Europe. Les terres polonaises sont un enjeu stratégique pour leur placement et leur géographie. Nous arrivons à un point décisif, ce n'est pour dire final de ce documentaire. J'aimerais que vous réfléchissiez à la situation actuelle et nous serons, moi et mon équipe, en mesure de répondre à vos commentaires et à vos questions.